Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Punk, contente d'être là de nouveau. Également, on va continuer la lecture, en tout cas les éléments qui peuvent être intéressants dans l'ouvrage de Robert Stone qui s'appelle Open Doors for a Better Life with Silva Method. Alors, je vous redonne un peu le contexte. C'est un des derniers livres, apparemment, un dernier écrit qu'il a fait en 94. Son fils l'édite et l'a édité en janvier de cette année, 2024. Ce qui est assez intéressant, c'est que il partage la méthode Silva sans donner la méthode Silva. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je voulais en parler, mais on voit que il fait en sorte de ne pas donner, par exemple, les phrases qui sont utilisées dans la méthode Silva. Il fait toujours attention et dit, bon, là, je modifie un petit peu. Alors, les phrases sont quasiment les mêmes. Pour des personnes qui ont fait la méthode Silva, ça parle complètement. C'est juste la sémantique qui n'est pas la même. Mais ce que je trouve intéressant et amusant, c'est que tu vois qu'il faisait très attention de ne pas donner, on va dire, les suggestions et les routines qui ont été créées par José Silva. Il a cette volonté de se dire, bah, tu sais, c'est ce dont on avait parlé précédemment, c'est le côté, c'est déposé. Et donc, chaque élément qui pourrait être des suggestions qui sont complètement acquises dans le cours, il ne les met pas en avant. Ça est-ce que, alors là, c'est vraiment purement de la curiosité. Tu crois qu'il aurait pu avoir, alors peut-être pas lui, parce que lui, il était quand même très proche de José, mais il aurait pu avoir des problèmes en mettant des phrases, tu vois, par exemple, les phrases de génie ou les phrases bénéfiques pour telle ou telle chose. S'il les avait mis dans son ouvrage en tant que tel, est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir des problèmes légaux avec Silva International? C'est comme si je mettais un bouquin et je dis, bon, bah tiens, j'adore les phrases de génie, d'ailleurs, je vais vous les partager. Et bien là, on voit qu'il fait super attention pour ne pas les mettre. Il dit, je modifie un petit peu, c'est pas exactement comme ça dans la méthode Silva. Donc en fait, dans son livre, il ne dit pas que c'est la méthode Silva. Si, tu vois, le titre même, c'est ouvrir les portes pour une meilleure vie avec la méthode Silva. Mais comme il dit, c'est pour vous découvriez la méthode Silva. Très souvent, et là, tu vois, tout à l'heure, je lisais encore des pages, il dit, je vais vous partager un petit peu des phrases que vous pouvez vous répéter pour vous sentir mieux quand vous avez des débuts de dépression. Et il dit, voilà à peu près les phrases qu'on utilise, mais je ne vous donne pas les phrases de la méthode en tant que telle, tu vois. Et je l'ai trouvé cette séparation assez intéressante. Je me demandais si c'était vraiment parce que ça lui est interdit, ou parce que il a envie de teaser un petit peu et d'attirer les gens à dire venez voir vraiment les phrases et un peu comme on fait dans la méthode Silva. Alors, c'est vrai que oui, il a dû être très conscient de la légalité et tout instructeur Silva doit signer un contrat où il fait promesse de ne pas utiliser, etc. Mais je crois que c'était beaucoup plus. Pas simplement la peur, on va me suivre en justice, mais je crois que c'était simplement respect pour José, de ne pas prendre quelque chose qu'il a travaillé pendant 25 ans pour produire et le donner comme ça au public, mais juste comme de donner des petits teasers, d'aider le public, mais en même temps de les intéresser à faire le cours complet. Ouais. Non, mais bon, tu vois, j'ai trouvé que Il c'était. a eu une super bonne relation avec José quand même. Oui, tu m'avais dit, ouais. Donc voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment que pendant l'ouvrage, il cherche à inviter les gens à découvrir la méthode. Tu vois vraiment que c'est un bouquin sur la méthode Silva par un passionné de la méthode, mais son idée à lui, c'est vraiment venez tester, venez voir, etc. Alors, oui, alors là, c'est. Il parle des croyances limitantes. Donc, c'est le deuxième chapitre. Et il met en avant le fait que automatiquement, les croyances limitantes fait ce que objectivement comme subjectivement, ça va être compliqué d'avancer sur certains aspects si on ne s'offre pas des possibilités. Alors, la moralité. En délimitant votre système de croyances et en obtenant de meilleurs résultats, vous aidez les autres à faire de même. Alors, il donne cette idée au fur et à mesure de dire
modifiez votre manière de faire, comme ça peut aider. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Hein. Mais n'attendez pas que les autres. Alors, attends, celui-ci, on l'a vu la semaine dernière. Hop, c'est après que j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs sympas. Oui, voilà. Donc, il disait, ne vous limitez pas, attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. Et la semaine dernière, on avait rebondi dessus en disant, oui, il y a parfois des personnes qui peuvent venir en atelier Silva ou surtout sur les réunions des anciens en disant, je viens juste pour que vous fassiez quelque chose pour moi. Donc, il reste sur cette idée, c'est à vous de sortir de vos croyances limitantes et vous avez tout un boulot à faire. Et la méthode Silva peut vous aider là-dessus. J'aime bien déjà cette notion de ramener à il faut modifier les croyances limitantes. Et on le sait, l'un des premiers trucs que les instructeurs enseignent, c'est modifier votre self-talk, votre façon de parler à l'intérieur. Oui. Quel lien tu fais, parce que je trouve que c'est assez intéressant là-dessus, quel lien tu fais entre les croyances limitantes et le self-talk? Est-ce que tu penses que la manière dont on parle à l'intérieur de nous crée automatiquement des limites dans nos croyances? Absolument. Et juste comme le self-talk, on l'a hérité, on entend tout autour de nous, on ne se rend pas compte, justement, qu'on dit des phrases négatives. C'est pareil pour beaucoup de nos croyances limitantes. On ne reconnaît pas nous-mêmes qu'on a des croyances limitantes. Et quelquefois, il faut vraiment que quelqu'un vous dise, mais pourquoi vous croyez ça? Pour amener ça à notre conscience, parce que nous sommes vraiment des créatures d'habitude. Ouais. D'ailleurs, la notion de croyance, c'est vraiment complexe parce que chacun a son monde de croyances et les croyances vont avoir un impact physique, psychique et émotionnel et donc un impact sur notre vie, mais complètement en fonction de ce que l'on croit. Je crois que tel truc est négatif, ça peut faire des trucs négatifs. Si on voit telle chose positive, on se dit automatiquement, on fait des associations. Tu sais, des associations toutes bêtes. Je vois un chat noir. Ah, les chats noirs, ça porte malheur. Tiens, ta journée se passe pas bien. Au contraire, j'ai un trèfle à quatre feuilles. J'en trouve un. Tiens, j'ai de la chance. Ça, c'est tout bête, mais c'est incroyable de voir comment on peut se créer alors, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, une espèce d'effet placebo, genre, oui, voilà. telle conséquence, telle chose qui se passe. Bon, à la base, c'est un médicament, mais là, on va dire telle chose qui se passe pour un chat noir. La conséquence, c'est que ça fait des centaines d'années qu'on dit que c'est du malheur, donc je passe une journée pourrie. Et inversement, je suis dans l'herbe, je vois un trèfle à quatre feuilles, et là, je me dis incroyable, et je suis plus ouvert, plus content, je suis dans un meilleur état. Et là, il se passe de bonnes choses. C'est intéressant de se dire que le choix potentiel de ces croyances peut influencer notre façon d'avancer. Mais comme tu dis, vu qu'on n'a pas conscience de nos croyances, parce que pour nous, c'est la vérité, c'est vrai. Les gens ne vont pas se dire j'ai tort. Ils vont se dire j'ai raison. Et la méthode, je trouve, à ça d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu commences à habituer personne à méditer et à arriver à plus de relaxation, c'est-à-dire ne pas se dire tiens, j'ai vu un chat noir, il va se passer une sale journée, mais j'ai vu un chat noir, je mets en gros mon mur de protection qui est la relaxation, mon relâchement. Et après, je décide j'ai vu un chat noir et vu que je ne suis pas stressé et donc je n'ai pas mon mécanisme d'automatisme, d'autosuggestion, de croyance qui arrive, à ce moment-là, je peux me poser et me dire ouais, j'ai vu un chat noir, et puis c'est pas grave, j'enverrai peut-être un chat roux dans 10 minutes. C'est cool, ça ne changera pas ma journée. Et je trouve que la notion d'aller en méditation active, aller en alpha, etc., est quelque chose d'intéressant pour non pas forcément transformer la croyance, même si on peut le faire, mais ne serait-ce que de changer d'état. Et là, tu sais, on est vraiment dans les notions un peu PNL, changer les states, changer les mind states, etc., va nous permettre de être moins influencé par la croyance si la croyance est limitée slash négative. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Justement, je suis contente que tu as mentionné l'effet placebo et nocebo parce que ça, c'est vraiment des recherches scientifiques qui montrent l'effet d'une croyance, pas simplement sur notre vie mentale où on dit tiens, je vais avoir mauvaise chance aujourd'hui, mais aussi sur notre corps physique direct. Donc, c'est pas simplement du blabla, hein, il faut penser positif, hein, ça a vraiment un effet sur tous les aspects de notre vie.
Ouais, ouais. Mais comment reconnaître qu'on a des croyances limitantes? Parce que tout simplement, si on habite avec des gens qui ont les mêmes croyances, on ne reconnaît pas Bien que sûr. c'est limitant. On n'a aucune idée et on ne se pose pas des questions parce qu'on croit que c'est normal. Un peu comme justement les gens qui ont découvert à l'âge de 50 ans qu'ils ne visualisent pas comme les autres personnes. Ils ont toujours cru, justement, tout le monde visualise de la même façon, tout le monde pense comme moi. Et voilà, donc c'est extraordinaire comment on est tellement influencé par ce qu'on croit c'est normal. C'était qui a dit, ah oui, que quand on fait des voyages à l'étranger, ça amplifie votre mission de conscience parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte, ah, mais il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de croire et peut-être les miennes ne sont pas les bonnes, justement. Ouais, et moi, je trouve vraiment que ça nous fait vraiment cogiter la croyance. J'ai fait pas mal de petites capsules sur le sujet parce que c'est vraiment un truc où je me dis, c'en est un peu déroutant. Tu te dis, mais ta vie, elle peut être complètement différente en fonction de la croyance auquel tu adhères. Sauf qu'il y a un truc quand même en nous qui est dur, c'est qu'on adhère à des choses, comme tu dis, parce que nos cultures nous ont déjà, nos cultures familiales, religieuses, sociétales, etc., hyper impactantes. Mais quand tu dis, toi, quand tu donnais des exemples, quoi, tu parlais tout à l'heure de l'effet placebo, puis aussi de la manière dont parfois on se rend compte on est aphantasique et d'un coup on se dit ah bon bah non mais c'est aphantasique. Maintenant j'ai un diagnostic. Bah tu changes un peu ta manière de voir parce que tu dis que c'est pas grave, c'est normal. Tu le vois avec certains diagnostics en psycho. Alors, moi, je suis, toi comme moi, on n'est pas des diagnosticiens et c'est pas notre boulot. Mais combien de fois j'ai pu voir, et j'en parle beaucoup avec des copains psycho, ils disent, tu sais, les diagnostics ont quelque chose d'intéressant, c'est que pour certains, ça les libère. Ah bon? Ça libère en fait leur monde de croyances. Alors, je t'explique pourquoi. Oui. Tu prends par exemple, on va prendre un classique, même si aujourd'hui j'en ai un petit peu marre d'entendre toujours ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah, on a découvert que j'étais HPI. Donc en français, c'est haut potentiel intellectuel. Bon, aujourd'hui, tout le monde est HPI, tu sais pas pourquoi, mais admettons, tu as quelqu'un qui a loupé ses études, qui réussit pas plein de choses et qui a vraiment l'impression d'être un crétin parce que dans le système qu'il a, le système scolaire, il n'était pas OK, ça fonctionnait pas. Donc, tu sais qu'il y a certains HPI, pas tous, hein, mais qui ont donc plus de 130 de QI. HPI, c'est à partir de 130 de QI. Donc, on sait qu'il y a un test qui est ce qu'il est, on y adhère ou pas, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Tu es HPI à partir du moment où tu es à plus de 130 de QI. Et tu as des personnes donc, qui ont loupé toutes leurs études et qui se retrouvent à faire des jobs qui ne sont pas forcément intéressants pour eux, voire qui eux-mêmes se trouvent complètement stupides et croient donc qu'ils sont idiots parce que ils n'étaient pas concentrés en classe, parce que ça ne les intéressait pas, parce que plein de choses. Et il s'avère qu'à l'âge adulte, pour une raison X ou Y, ils passent un test de QI chez un psychologue. Et il s'avère que c'est des HPI à 135, 140, etc. Le fait simplement d'admettre qu'en fait, ce n'est pas des crétins, que ce n'est pas des idiots, qu'ils n'ont pas réussi le monde scolaire simplement parce que peut-être c'était trop facile, trop inintéressant, peu stimulant. Il y a plein de raisons. Et bien, ces personnes qui ont été diagnostiquées d'un jour HPI se remettent souvent à faire des études, se mettent à aller faire des choses qu'ils n'osaient pas faire, ils sortent de leur monde de croyance de je suis un idiot, je ne suis pas capable, mais attends, mais en fait, apparemment, j'ai un potentiel intellectuel qui est intéressant, voire, alors je n'aime pas cette notion de gradation, mais c'est comme ça qu'on le fait, supérieur au commun des mortels, au commun de tout à chacun, qui est autour de 100, 110, le commun. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que leur vie change complètement et ils arrivent à faire des choses incroyables. Et je trouve que tu vois cette notion de diagnostic qui est parfois très, très, qui fait aussi l'inverse, hein, qui fait que il y a un mot et d'un coup, ta croyance de ce que tu es est devenue un fait scientifique, tu mets dans une boîte et elle peut te limiter dans ce que tu penses être capable de faire. Mais inversement, tu dis à quelqu'un, non, mais c'est normal que tu réagisses comme ça parce que tu es tel diagnostic et d'un coup, tu fais, ah ok, je suis comme ça. Donc, tu commences aussi à se dire, c'est pas simplement un ensemble d'éléments que je me fais dans ma tête, mais
il y a quelque chose et je peux faire quelque chose avec ça, ça modifie des choses et ça modifie des vies. Donc, je trouve ça vraiment hyper intriguant le principe de croyance parce que ça modifie ta perception du réel, le réel étant des faits que tu es en train de vivre. Et on revient à cette notion qu'on met en avant, c'est quand même avec toutes ces croyances, avec tous ces self-talks, qu'on se crée le monde dans lequel on vit et donc on est plus ou moins bien par rapport à ce monde-là. Hmm. HPI, je ne Ouais. connais pas. Il y a une expression en anglais qui est l'équivalent? Je sais pas. Tu vois, ça, c'est une bonne question en anglais. Mais Attends. tout d'un coup, je pense à beaucoup de génies. Einstein, par exemple, il a commencé à parler tellement tard qu'on croyait qu'il était déficient. Et puis, à l'école, il était vraiment idiote pour les mathématiques et tout ça. Donc, sans doute, il était HPI. Ah bah lui, on sait qu'il avait un QI qui était hyper élevé, je sais plus c'était combien. Tu vois, en anglais, ça se dit High Potential Individual. Interesting, merci. Et tu vois, QI Einstein, il était à 160, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il était à 160, ce qui fait que c'est assez. Le QI moyen d'un individu est situé autour de 100. Et on est HPI à partir de 130 à peu près. Donc, en tout cas, c'est pas pour. Après, il y en a, ils sont pas d'accord avec cette notion de QI, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le moment où tu as donné un nom, le moment, Ouais, et on en a déjà parlé, hein, le moment où il y a un mot qui est donné, ça peut apaiser des gens. ouais. Alors, et ça peut aussi, ça peut être aussi une sanction pour des gens. Tu es ceci, cela, pop, ma croyance s'associe au mot qu'on vient de donner, et là, à l'inverse, ça peut briser pas mal de patterns et de schémas, parce que d'un coup, on se dit, bah, je ne peux pas parce que je suis. Tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis, la notion de croyance, elle est hyper. Moi, c'est un des trucs que je trouve le plus incompréhensible de l'humanité, tu vois, la croyance. Oui, Parce que ça modifie tellement l'ensemble de ce que tu vis. Et tu le vois bien, la NLP, ils ont beaucoup joué sur ça, la PNL à l'époque. C'était vraiment ça. En gros, changer votre manière de penser avec des trans, en gros, en version Silva, en allant en alpha, en visualisant des choses. Et, et juste parce que les gens ont commencé à changer leur mode de pensée, mais slash croyance, ils arrivent à vivre des choses qui sont pour eux plus positifs et ils changent des comportements et des circuits cognitifs parce qu'ils font des associations qui sont différentes. Ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais hyper complexe parce qu'une croyance peut te bloquer sur plein de choses. Croyance limite. oui, limitante, justement. Ouais. OK, donc cette idée de donner un diagnostic, comme tu dis, ça peut être ou négatif ou positif parce que d'une façon, les gens sont rassurés parce que tout d'un coup, le diagnostic, c'est une raison, mais pour d'autres, ça devient une excuse. Donc, j'ai plus besoin de ces efforts parce que justement, je ne peux pas, je suis un tel diagnostic. Fascinant. Ouais. Là, en ce moment, avec ce qu'en France, on appelle les TDAH, troubles de l'attention. Et tu as beaucoup cette notion, notamment avec les parents qui vont dire, oui, non, mais attends, mon enfant, j'arrive pas à le canaliser parce que c'est un TDA. Alors, et il y en a beaucoup, hein. Il y en a réellement, on sait que chimiquement, il y a un problème dans le cerveau, il n'y a pas de problème. Là, mais bah, tu sais, les psys, ils ont des périodes. Donc, ils ont des périodes où les diagnostics, ils se ressemblent. Et en ce moment, avec les enfants qui sont un peu turbulents, pour beaucoup, alors après, il y a quand même pas mal d'études qui sont intéressantes. Ils disent avec les écrans, c'est vrai que ça donne des enfants qui focalisent moins, donc qui se concentrent moins, etc., etc. Donc, ça peut emmener des attitudes de TDA, mais ce n'est pas forcément des TDA. Après, les outils diagnostiques, c'est plus fin que dire ah oui, bon, il bouge beaucoup, il s'énerve, il ne se concentre pas, c'est qu'il est potentiellement un TDA. Or, en ce moment, vu que c'est un peu la mode, entre guillemets, en tout cas, c'est un outil qui peut être facilitant pour certains psys, bah, il donne ce nom-là pour un peu aider le parent à dire bon, c'est normal qu'il parte dans tous les sens. Sauf que, comme tu dis, ça devient un rapport d'excuse à dire bon, bah, c'est un TDA, donc bah, c'est normal qu'ils soient un peu foufou, qu'ils ne se focalisent pas, à la place de dire bon, bah, si tu as un TDA, on va te faire de la méditation, on va te faire la méthode Silva, de l'auto-hypnose, de la PNL, ce que tu veux. Tu vas devoir apprendre à te concentrer. Et cela, petit à petit, tu vois,
faire une éducation de la concentration plutôt que dire ah bah ouais, bah oui, non, mais il est un peu, il va dans tous les sens, mais c'est normal, il était derrière. Et là, tu as raison, parce que d'un coup, ça valide toi en tant qu'éducateur et tu te dis ah ouais, mais j'y peux rien, il est comme ça. Donc toi, ça te valide dans je peux rien y faire et c'est un peu dommage. Dommage et pour l'enfant et pour les adultes et notamment l'éducateur qui se dit elle en a ras le bol du gamin. Tu vois. Et c'est là où c'est effectivement le diagnostic peut être un peu embêtant. Voire, mais tu vois, après, on retrouve ce placebo, nocebo, ces éléments positifs qui peuvent se passer comme ces éléments négatifs au travers d'un élément que le cerveau a acquis comme étant vrai, possible et avec l'ensemble des conséquences. Donc, on pourrait dire qu'il y a une croyance limitante qui est très importante et c'est « je suis victime de mon diagnostic ». Ouais. Comme les gens qui sont victimes de leur héritage génétique, etc. Ça enlève en fait toute volition, toute envie de changer, de modifier, de transformer. Et on reste, je suis comme ça, tant pis. Mais tu l'as un petit peu, tu sais, dans tout ce qui est transgénérationnel. Moi, il y a des moments où je suis un peu énervé par des gens qui arrivent et qui me disent oui, mais dans ma famille, c'est toujours comme ça. Bon, on sait, il y a des trucs en génétique qui sont en état de fait. Tu vas avoir des processus génétiques. On sait qu'il va y avoir des choses que tu répètes parce que les parents de tes parents l'ont vécu et que on sait que, par exemple, si ton grand-père, il a vécu la guerre et qu'il a été petit limite dans la famine, tu vas avoir sur les générations qui suivent un processus biologique qui fait que tu as plus de chances d'avoir des problèmes avec la nourriture parce que tu es en train de répéter. Ça se prouve, en tout cas, il y a les études qui commencent à aller plus dans ce sens-là. Néanmoins, là encore, oui, il y a des choses qui sont… on a des tendances à. On a tous des tendances à. On a des tendances à être maigre, on a des tendances à être gros, on a des tendances à être énervé, on a des tendances à être passif. On a des tendances. Donc, effectivement, on irrite d'un passé, mais ça devient aussi très facile de se dire oui, mais bon, mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça. Donc, on va prendre par exemple le poids. Alors oui, tu vas avoir des facilités à avoir du poids. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, toi, être en effet compensatoire et te dire bon, moi, je vais être très healthy, je vais faire attention à ce que je mange, faire beaucoup de sport, je vais être comme ceci, comme ceci, comme ça. Et c'est là où ça devient parfois un peu embêtant avec le transgénérationnel, c'est que des gens arrivent avec une étiquette et disent je suis comme ça parce que, à la place de dire attends, laisse faire, donne-toi la possibilité de te dire que tu peux être autre chose. Ok, on prend en compte ton background, mais ton background ne doit pas être que ce que tu te définis comme aujourd'hui. Sinon, dans ce cas-là, tu n'es pas toi, tu n'es que ton passé, et ton passé qui n'aime pas le tien parce que ce serait le passé des générations d'avant. Or, si tu es là, c'est que tu as aussi toi, ta personnalité, ta façon de fonctionner, tes opinions, tes points de vue, etc. etc. Et on peut travailler quand la personne sort son étiquette. Dit, pendant ce laps de temps-là, oublie ça. Par exemple, moi, en tant que hypno, je dis tout le temps, moi, je ne suis pas psy. Donc, toutes les étiquettes psy, je peux ni te les confirmer, ni te l'infirmer. Et ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon métier. Donc, pendant un laps de temps, enlève l'étiquette qu'on t'a donnée. Dis-toi juste que tu es quelqu'un qui a un problème et que tu viens faire une séance d'hypnose, d'accompagnement, qu'importe ce que le praticien va faire. Et pendant ce temps-là, donne-toi la possibilité d'être la personne qui a un problème et qui veut le solutionner. Et pas la personne qui est étiquetée, qui reste avec son étiquette et qu'on va travailler l'étiquette qui, elle, elle est inenvelable vu que tu l'as déjà validée. Donc, on travaille sur autre chose. Et je trouve cette notion hyper importante de pouvoir recadrer et repermettre à la personne de dire tu n'es pas simplement un diagnostic. Ouais. Bien sûr, on le prend en compte, on le respecte, mais pendant ce laps de temps-là, pendant cette heure-là d'hypnose, pendant cette heure-là d'accompagnement, de psy, de ce que tu veux, mets-toi dans tout ce qu'il y a de plus ouvert pour être capable de dire tiens, si j'arrivais à dépasser simplement des mots, simplement des diagnostics, parce que c'est aussi intéressant pour nous, mais et me dire tiens, j'ouvre, on prend ce que tu disais, j'ouvre la croyance à me dire j'ai peut-être une option. On n'est pas en train de dire tu vas être sauvé, tout va réussir, etc. Mais si je tente pas, je peux pas avoir de résultat. Par contre, si je tente et je me dis je fais au mieux, peut-être que je ferai mieux.
Et si je fais mieux, peut-être que ça va nourrir un autre pas, et un autre pas, et un autre pas, et un autre pas. Ou pour les personnes qui font du Silva, c'est là où être récurrent, faire tous les jours ses méditations, apprendre à visualiser, apprendre à utiliser le miroir de l'esprit, apprendre à aller dans le labo, apprendre à tout ça, à le faire petit à petit. Et c'est peut-être dur pour certains à se dire, ouais, mais attends, j'ai pas le résultat escompté. Prends le temps. Accepte que ça puisse mettre du temps. Accepte simplement de dire, il faut que j'observe avec le désir, avec les attentes positives, avec tout ce qu'il faut, avec cette notion-là, avec la croyance, etc., de se dire, j'observe une petite avancée. Parce que si on voit une petite avancée, ça veut dire qu'on sort du spectre qui nous a été donné au travers du diagnostic, qui est devenu notre étiquette et l'ensemble des croyances liées à cette étiquette-là. Et si on arrive à montrer avec son travail au quotidien qu'on arrive à sortir de certains comportements, principes ou fonctionnements, on peut déjà sortir ou en tout cas modifier l'étiquette que l'on a. Oui, justement, quand on a découvert qu'un de nos ancêtres a souffert quelque chose et nous, on a à peu près la même chose, ça aussi, ça peut être libérateur. On pourrait dire, mais tiens, donc c'est pas moi, c'était mon ancêtre, lui, il est dans le passé. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux changer ça. Et justement, tout ce qui est transgénérationnel, moi, j'ai découvert ça uniquement en arrivant en Europe parce qu'à l'époque, c'était très peu connu dans les pays anglo-saxons. Mais ce que j'ai compris, c'était que quand on étudiait ça, que quand on était consciente qu'on agissait aujourd'hui parce qu'on avait hérité de nos ancêtres, que l'idée que je peux changer ça pourrait rompre la chaîne. Comment dire un link in the chain? C'est quoi un link? Un lien. C'est un lien. C'est un lien. Okay. Ça sera un maillon de la chaîne. Un maillon, c'est bien ça, oui. Et donc, nous, on est juste un maillon dans la chaîne. Donc, si nous, on change, ça veut dire que tous nos descendants seront libérés aussi de la chaîne. Et il y a même des gens qui disent tous nos ancêtres aussi, mais ça, c'est un peu mystique, quoi. Mais, oui, donc, c'est Ho'oponopono. Hein. Tu te souviens d'Ho'oponopono je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. C'est un peu leur idée, et dire, tu nettoies à la fois le passé et le présent pour que le futur ne soit pas l'ensemble des éléments quoi, tu nettoies, cette notion de nettoyage. Après, moi, je suis assez d'accord sur la notion de dire, effectivement, tu peux avoir eu un ensemble de comportements et d'éléments qui t'ont été transmis, ce qui ne veut pas dire que les générations d'après, il n'est pas les mêmes gènes et des choses, c'est juste que ça va peut-être pas démarrer de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, c'est des déclencheurs physiologiques la plupart du temps. Donc, c'est juste qu'il ne va pas y avoir l'environnement, on va reprendre le poids, l'environnement et l'ensemble des éléments qui fait que tu vas prendre beaucoup de poids. Parce que la génération d'avant, tu auras peut-être, elle se sera éduquée, elle se sera maîtrisée, aura réussi à dépasser certaines pulsions, etc. Et tu auras peut-être éduqué à dire, ah ben non, mais tu vois, quand tu vas dans le rayon chips, tu passes des petits, dis tu passes tout ce qui est chips, trucs qui servent à rien, tu vas dans les vegetables, tu vas dans les végétaux, tu vas prendre des pommes, des trucs, des machins, et tu éduques. Et vu que tu vas diminuer l'ensemble des circonstances potentielles qui pourraient t'emmener à dire tiens, je veux du gras, je veux du sucré, même si tu aurais potentiellement l'élément qui va, la conjoncture externe qui amènerait l'ensemble des conjonctures interne parce que tu consommes et donc ta chimie fait que plus rapidement peut-être tu prends du poids et ça fait partie de tes gènes, vu que tu n'as pas l'ensemble des comportements parce que ton aïeul a travaillé dessus et a éduqué des générations d'après, tu ne tombes quasiment jamais dedans parce que tu n'auras pas cette tentation vu qu'on t'a jamais éduqué avec cette tentation. Tu sais, c'est les personnes qui disent moi je prends jamais de dessert. Dans ma famille, on n'a jamais pris de dessert. Moi, j'aime pas le sucré à la fin. Ok. Et il y en a plein. Moi, je connais des gens qui disent non, moi, j'aime pas le sucré. Et quand tu poses des questions, ils disent ouais, mais moi, dans ma famille, ça s'arrêtait à. Il y avait le plat. Et puis après, on prenait un café ou on prenait un thé. Et puis, c'est tout. Et tu vois, même si ça se trouve, le gars est addict au sucre, vu qu'il n'a jamais été habitué, quoi, il a la potentialité, pardon. Il a le potentiel, parce que peut-être son arrière-arrière-grand-père, lui, était addict au sucre. Lui, il ne le sera pas, parce que l'ensemble de la perspective familiale, puis en plus, c'est le lien entre deux familles, hein, mais l'ensemble de la perspective fait que lui, il ne va jamais volontairement rentrer dans une consommation de sucre ou de gras excessif en fin de repas. Ça, je trouve ça amusant. Et Bruce Lipton aussi était très, très fort sur l'idée que justement, nous ne sommes pas victimes de nos gènes. Et chaque décision, chaque changement d'avis, chaque
volonté de te transformer, c'était exogénétique, c'est-à-dire qu'on pourrait justement aller contre la tendance de nos gènes. Et même José Silva, quand on lui disait « Ah, mais tu es comme, je sais pas, Aries en français, the Ram, Aries, ceux qui sont nés en août. » Ah non, je ne sais pas. Non, je ne connais pas. Il faut que je regarde. De toute façon, il dit, mais moi, j'étais né comme ça, ce qui veut dire que officiellement j'ai certaines tendances, mais moi, je peux choisir les tendances que j'aime. Oui. C'est-à-dire pas victime, justement, de cette étiquette, quoi. Oui. Et c'est là où on revient, où je pense à l'intérêt de la méthode, l'intérêt de la méditation, l'intérêt de la prière, qu'importe votre modèle, hein, de se dire, quand je sens que j'ai ces espèces de pulsions, et le but, c'est de diminuer ces pulsions pour pouvoir être le plus possible en maîtrise, en capacité à trouver une solution, bah, toutes ces méthodes, et la méthode Silva est intéressante là-dessus, c'est se dire, bon, bah là, j'utilise mes 3 doigts, je rentre dans en moi, dans mon labo ou n'importe quoi, et je vais pouvoir ne pas plonger dans mes habitudes, dans les trucs qui ne sont pas OK avec moi. Pas OK pour moi d'un point de vue physique, psychique ou émotionnel. Aries, c'est bélier. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, tu vois, alors moi, d'ailleurs, cette prononciation, moi, je lisais Aries, tu vois. Alors, pour te d'accord. dire. Okay. Donc, OK. D'accord. OK. Comment tu dis Aries? OK. Donc, oui, Aries. pas du tout. Yes, on va s'arrêter là pour la première partie. Parce que, voilà. Okay. on a largement. Oh là. Je t'ai perdu de mon écran. Je sais que tu es. Parce que je suis toujours là. Comment? Je suis toujours là, c'est sûr. Je sais, mais c'est mon ordinateur, les petites icônes. En sortant justement pour regarder Aries, je t'ai perdu. Ce que je vais faire, je vais arrêter cette vidéo-là, c'est de la première partie. Oui, c'est vrai. OK. Dans ce cas-là, je donne 5 minutes pour. Yes. Et je vais joindre de nouveau le truc, d'accord? OK. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Merci à vous.